Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Au mois d'août dernier, le monde entier a salué le 100e anniversaire de la disparition d'un des plus grands écrivains britanniques de tous les temps. Britannique même s'il était d'origine polonaise, Joseph Conrad. Le romancier de la mer, même si plusieurs de ses récits les plus importants se passent ailleurs qu'en mer. Selon certains, le précurseur de l'existentialisme, l'auteur indépassable d'une longue nouvelle admirable, Au cœur des ténèbres, Heart of Darkness. Justement, pour écrire ce texte devenu mythique, Conrad s'est inspiré de son expérience. De son vrai nom, Józef Theodor Konrad Korzeniowski, était né 32 ans plus tôt, en 1889. C'est un marin anonyme qui peut tout de même exciper d'un bon dossier de recommandations flatteuses. De plus, il parle un excellent français qu'il a appris à l'époque où il était engagé dans la marine française, sauf que comme il était sur un bateau marseillais, il a pris l'accent provençal. Donc il parle, lui le polonais, parti vivre en Angleterre, il parle le français avec un accent provençal. C'est comme ça, c'est une particularité. Et au cours de l'année 1889, il s'est arrêté quelques jours à Bruxelles avec l'intention de se rendre au Congo. C'est un vieux rêve qu'il avait depuis l'enfance. Il se trouve que le roi des Belges, Léopold II, a créé l'Association internationale pour la civilisation de l'Afrique centrale. Il a fait du Congo la colonie que vous savez, on pourrait en parler longtemps. En tout cas, officiellement, son objectif, c'est d'y introduire la civilisation. C'est ce qu'a dit le roi des Belges. Il faut peut-être que je vous rappelle que quelques mois plus tôt, le cœur de l'Afrique a été le théâtre d'exactions terribles. Le célèbre explorateur britannique Henry Morton Stanley est allé du côté du Soudan au secours d'Emin Pacha, un médecin assez extraordinaire d'ailleurs. Bref, ce sauvetage s'est soldé par une tragédie qui est restée bien mystérieuse, un massacre pour tout vous dire, et on pense à la mission Vulechalouane, dont j'ai eu l'occasion de vous parler à ce même micro. Le jeune et brillant major Bartlett, qui commandait l'arrière de la colonne de secours, semble avoir perdu la raison. En tout cas, il s'est livré à un carnage avant d'être tué par un Africain. C'était le 19 juillet 1888 et l'affaire a fait grand bruit dans la presse de toute l'Europe. Et lorsque Conrad arrive au Congo, évidemment que tout le monde n'a toujours que cela à l'esprit. Ce Bartlett, justement, va servir de modèle pour le personnage de Kurtz dans Au cœur des ténèbres. Nous sommes, je vous l'ai dit, en 1889, l'année de l'exposition parisienne du centenaire de la Révolution, avec la Tour Eiffel, etc. Tout se précipite à la fin d'avril. Un capitaine danois vient d'être tué au Congo et la Société du Haut-Congo propose à Conrad de le remplacer. Or, quand il entend ça, il n'en croit pas ses oreilles. La durée du contrat est de 3 ans. Et voilà comment, donc, le 10 mai 89, le capitaine Korzeniowski monte à bord d'un navire à vapeur qui s'appelle le Ville de Marseille. Le voyage dure un petit mois jusqu'à Boma, puis Conrad repart pour Matadi. On est à 120 km de là. Il a fait le chemin à bord d'un autre vapeur qui a remonté le fleuve Congo, et ce qui l'attend, ce sont 3 années d'aventure. En tout cas, c'est ce qu'il pense. Son biographe, Michel Renoir, nous dit « C'est en tant que marin, certes, qu'il part pour le cœur de l'Afrique, mais une secrète métamorphose est en cours. Le capitaine au long cours devient peu à peu un écrivain. » Franck Ferrand sur Radio Classique. Théodore Józef est né dans une partie de la Pologne qui, à l'époque, en 1857, était occupée par la Russie. Il n'a que 4 ans quand son père, qui est un écrivain nationaliste, est condamné par les autorités russes, envoyé de force en exil. Or, le petit, avec la famille, accompagne ce père proscrit dans une lointaine province russe. Et ça, bien sûr, ça va le marquer à vie. Toutes les grandes notions de son œuvre sont déjà dans l'expérience vécue de ce petit bonhomme. L'héroïsme et son pendant, la solitude. Le sacrifice et son prix, la misère. La conviction chez ce qui va devenir un adolescent instable que la loyauté, la trahison ne sont finalement pas si éloignées l'une de l'autre et qu'au fond, elles procèdent peut-être d'une forme comparable d'illusion. Rien de tout ça ne sera vraiment réel chez Conrad. En 1874, Théodore, qui, je dois vous le préciser, est orphelin maintenant depuis l'âge de 11 ans,
En 1974, il fait un choix un peu surprenant peut-être pour un Polonais de l'arrière-pays. Il choisit le métier de marin et c'est pour ça qu'il s'exile d'abord en France, à Marseille, je vous l'ai dit, et puis à partir de 1978 en Angleterre, dans la Merchant Navy, où il gravira peu à peu tous les échelons jusqu'à celui de capitaine, donc en 88. Et entre-temps, il aura obtenu la nationalité britannique. Et là, c'est le début d'une série de voyages autour du globe qui nourriront ses premiers livres, l'Inde, Singapour, l'Australie, Java, Sumatra, Bornéo. C'est l'exotisme et en même temps, c'est la solidarité des gens de mer, si fondamentale dans l'univers qu'il s'est créé. Or, si l'on cherche le tournant de cette existence, il se situe précisément dans ce fameux voyage au Congo dont je vous parle. C'est l'aventure qui va transformer Conrad. Vous écoutez Radio Classique. Alors pour reconstituer le voyage de Conrad au Congo, il va nous suffire de feuilleter les notes prises par le jeune homme sur 2 carnets de cuir noir. Le premier, on l'appelle le journal du Congo, et le second, un peu plus technique, c'est En remontant le fleuve. Très important, il s'agit des premiers textes en anglais qu'on puisse trouver sous la main de Conrad. Il faut savoir que d'autres auteurs dans l'histoire littéraire ont changé de langue. Ça ferait d'ailleurs un joli sujet, ça. Sioran ou Beckett, par exemple, ont choisi le français pour leurs œuvres. Mais avant ça, ils avaient déjà écrit des textes dans leur langue natale, alors que Conrad, lui, va se révéler écrivain dans sa langue d'adoption, l'anglais. C'est pas banal tout de même. On sent qu'à cette époque, dit Neider, qui est un de ses biographes, on sent que le futur écrivain ne maîtrisait pas encore parfaitement la langue anglaise. L'influence du français se fait quelquefois très nettement sentir dans son vocabulaire et celle du polonais est manifeste dans la syntaxe. Grâce au carnet, en tout cas, nous savons que Conrad, à Matadi, rencontre un certain Roger Casement, qui en est déjà à son 3e séjour au Congo. Conrad est ravi de faire la connaissance de ce baroudeur de 26 ans, qui sera bientôt un des Irlandais les plus célèbres de sa génération. Et voilà ce qu'il écrit. « Ai fait la connaissance de Mr. Roger Casement, ce que je considérerais en d'autres circonstances comme un grand plaisir, devient ici un vrai coup de chance, pense et parle bien, très intelligent et sympathique. » Et Casement est en train de recruter des Africains pour poser la voie ferrée entre Matadi et Léopoldville. Ce qui ne se fait pas sans problème, parce que les conditions de travail sont absolument épouvantables. Il y a des accidents mortels, c'est affreux. Casement dénonce avec virulence tout cela, ce qui lui vaudra d'ailleurs l'opprobre de sa hiérarchie, évidemment. En 2010, c'est un écrivain péruvien que vous connaissez bien, Mario Vargas Llosa, qui est prix Nobel de littérature, qui va réunir dans un roman qui s'appelle Le rêve du Celte, Roger Casement et Joseph Conrad. On les voit justement dans ce moment extraordinaire. Bref, départ de Matadi le 28 juin. Conrad, qui a déjà pris le Congo en grippe, regrette d'être là où il se trouve. Crois que ma vie parmi les gens d'ici, donc les gens d'ici, ils parlent des Européens là, que ma vie ne sera pas très agréable. Évitez le plus possible de faire de nouvelles connaissances. En est par-dessus la tête de tout ce cirque. Il écrit ça le 5 juillet et pourtant, il ne sait pas que le pire est à venir. Maintenant, il faut qu'il se rende à Léopoldville où la caravane d'une 30aine de porteurs arrive le 2 août, à pied bien sûr, puisque le fleuve n'est pas navigable sur ce tronçon. On le sait bien, nous, depuis ce qui était arrivé à l'expédition Africa Raft, rappelez-vous. La ligne de chemin de fer n'est pas ouverte non plus. Une grêle de désagréments va se succéder. Les journées sont d'une chaleur folle, les nuits frigorifiques, avec des moustiques, des fièvres, toutes sortes d'ennuis de santé. Le 3 août, Conrad embarque sur un nouveau navire qui s'appelle le Roi des Belges. Il est embarqué comme second. Le capitaine, c'est un Danois qui connaît bien le fleuve, heureusement. Et voilà le grand voyage qui commence de 1600 km avec pour objectif d'aller prendre en charge un agent extrêmement malade de la société, un certain Klein, un des modèles du futur Kurtz, là encore, dans Au cœur des ténèbres. Vous savez que les personnages de fiction sont souvent la synthèse de plusieurs personnages de la réalité. Et le voyage, disons-le, en tout cas, sur le trajet retour, le voyage tourne au fiasco. Le capitaine du navire, le Roi des Belges, ainsi que l'agent Klein vont mourir dans l'opération. Conrad lui-même est très malade. Bref, il va, en décembre, repartir pour l'Angleterre. On a presque envie de dire ouf. Et l'année suivante, il va se faire soigner dans le canton de Genève, à Champel, sur un site qui est connu à l'époque sous le nom de Champel-les-Bains. En 94, ça veut dire qu'il a 37 ans maintenant, il renonce à sa carrière de marin pour se consacrer
définitivement à l'écriture. Ah, c'est un autre océan qu'il va falloir dompter maintenant, celui des lettres. Il a tellement de grandes expériences en mer qu'il va en faire quelque chose. Il va falloir sublimer tout ça dans La folie Almayer, dans Un paria des îles, dans Le nègre du Narcisse. Il fait mention pour la première fois d'Au cœur des ténèbres le 13 décembre 98 dans une de ses lettres. Le livre sera terminé le 6 février 99 et publié tout de suite dans le Blackswood Magazine en 3 livraisons. Texte qui ensuite paraîtra en volume 3 ans plus tard. Il faudra attendre des décennies pour que ce texte devienne le texte culte de Joseph Conrad. On n'en est pas là. L'expérience africaine, qui a été absolument essentielle dans son destin, a été brève. Ça a duré moins de 6 mois. Cette parenthèse congolaise, néanmoins, va jouer un rôle absolument essentiel dans l'œuvre de ce qui est devenu un grand créateur. Et ce que retient la postérité, ce ne sont pas les détails d'une mission ratée au Congo, c'est vrai, ce sont 2 textes sur la colonisation de l'Afrique, un avant-poste du progrès. Le titre, quand il dit du progrès, c'est un titre ironique, bien sûr, en 1897, et puis donc Au cœur des ténèbres, en 1902. Pas anodin que Gide ait dédié à la mémoire de Joseph Conrad son propre voyage au Congo de 1927. On aura l'occasion d'en parler d'ailleurs assez bientôt. Conrad est, avec Casement, un des rares Européens extérieurs au monde colonial qui se soit de si près intéressé à l'état libre du Congo et surtout au système colonial, et il l'a regardé avec l'œil le plus critique qui soit. Je cite de nouveau Michel Renoir. Conrad ne procède pas de manière frontale, et même si personne n'est dupe, il se garde de personnaliser ses attaques, l'ironie étant son arme préférée. Il donne ainsi à ses textes une portée plus universelle. Et oui, c'est toute l'ironie grinçante, si particulière de Conrad qui va porter au système colonial quelques-uns des coups les plus terribles qu'on lui ait jamais adressés. Bien des années plus tard, en 1979, Au cœur des ténèbres va inspirer à Francis Ford Coppola son film Apocalypse Now. Alors bien sûr qu'on va tout transposer, le Congo deviendra le Vietnam, les Belges se transformeront en Américains, et ce sera bien sûr Marlon Brando, plein d'ombre et de mystère, qui prêtera ses traits, un personnage, un modèle de puce, si je puis dire, qui prêtera ses traits au sanguinaire Kurtz. Franck Ferrand sur Radio Classique. Une petite parenthèse d'ailleurs, il y a d'autres cinéastes que Coppola qui s'inspireront de l'œuvre de Conrad. Hitchcock avec L'Agent secret en 1936, Richard Brooks en 1965 pour Lord Jim, qui là est une adaptation directe avec Peter O'Toole et James Mason, film fantastique, et puis bien sûr Les Duellistes de Ridley Scott, autre transposition. Bref, si le récit, si Au cœur des ténèbres fascine, c'est peut-être d'abord par la langue employée par Conrad, une langue sinueuse qui a l'air d'épouser les méandres du fleuve jusqu'à son delta et qui nous vaut des descriptions fascinantes de la nature très hostile bien sûr, mais aussi des descriptions, des réflexions métaphysiques. D'ailleurs, je dis description et c'est un lapsus qui en dit long parce qu'il y a une sorte de dialogue permanent entre la description de la nature et les réflexions métaphysiques qui nous permettent d'aller fouiller l'âme des personnages. On comprend que certains écrivains se soient beaucoup inspirés de Conrad, un peu comme on s'est beaucoup inspiré de Dostoïevski d'ailleurs. André Gide, qui traduira d'ailleurs Typhon, Paul Claudel, André Malraux, Albert Camus, André Mauroy, Joseph Kessel, Paul Valéry, tous savent ce qu'ils doivent à celui qui sera le romancier préféré de Borges par ailleurs, qui pourtant ne goûtait pas tellement le genre du roman. C'est aussi parce que Au cœur des ténèbres n'explique rien. Le récit traduit simplement les sensations de Marlowe qui est livré à lui-même dans cette jungle pleine de nuit, si j'ose filer la métaphore, pleine de brouillard aussi. Conrad met en scène l'irrationnel. Il est tentant de voir dans cette œuvre à multiples facettes, nous dit Jérémy Bigori qui a préparé cette émission, à la fois un roman gothique, un roman poème, une fantasmagorie et un texte avant-gardiste dont la modernité ne laisse pas de surprendre. Voici un extrait quand l'équipée s'achemine vers le repère de Kurtz. Vous allez voir comment Conrad fait monter la tension. Permettez-moi juste de vous lire ça si vous voulez. Remonter ce fleuve,
C'était comme voyager en arrière vers les premiers commencements du monde, quand la végétation couvrait follement la terre et que les grands arbres étaient rois. Un cours d'eau vide, un grand silence, une forêt impénétrable. L'air était chaud, épais, lourd, languide. Il n'y avait pas de joie dans l'éclat du soleil. La voie fluviale poursuivait longuement son cours, déserte vers l'obscurité des lointains que couvrait l'ombre. Sur les bancs de sable argentés, les hippopotames et les crocodiles prenaient le soleil côte à côte. Les larges eaux couraient à travers un désordre d'îles boisées. On perdait son chemin sur ce fleuve comme on ferait dans un désert, et on butait tout le jour sur les hauts fonds, essayant de trouver le chenal tant qu'on se croyait ensorcelé et coupé à jamais de tout ce qu'on avait connu jadis, quelque part, bien loin. Dans une autre existence, peut-être il y avait des moments où le passé vous revenait, comme il fait parfois quand on n'a pas un moment à perdre sur soi-même, mais c'était avec un aspect de rêve agité et bruyant, remémoré avec étonnement parmi les réalités accablantes de ce monde étrange, de plantes, d'eau, de silence, et cette immobilité de la vie ne ressemblait nullement à une paix. C'était l'immobilité d'une force implacable, appesantie sur une intention inscrutable. Cela vous regardait d'un air vengeur. Je m'y accoutumais, par la suite, je cessais de le voir. Je n'avais plus le temps. Franck Ferrand sur Radio Classique. Au cœur des ténèbres nous fait remonter sur un fleuve bordé de forêts menaçantes, et il nous conte le voyage d'un homme vers un espace où il n'y aurait pas de traces humaines. C'est un voyage aux origines, si vous voulez, évidemment, et plus Marlowe et son équipage s'enfoncent dans cette terre sauvage, et plus la sauvagerie des hommes se déchaîne. Il y a une correspondance, là, pour ne pas dire une adéquation. La nature reprend ses droits, elle libère ses mauvaises passions, les plus mauvaises en tout cas. Et le barbare qui, en chacun sommeil, ne dort plus que d'un œil, et la quête de Marlowe et des siens va leur faire ouvrir les yeux en grand. Ce lien entre nature et culture, entre environnement et humain, c'est ce qui va être constamment scruté dans l'œuvre de Conrad, qui évidemment, à côté de cela, se permet des critiques plus générales de la société, notamment de l'impérialisme. Il y a beaucoup de problématiques, bien sûr, dans le livre, aussi dense, somme toute, que la forêt vierge qu'il traverse, dans laquelle on glisse en s'arrachant et en s'accrochant partout. Je me permettrai de laisser tout simplement le mot de la fin à Marlowe. Et peut-être la seule différence est là. Peut-être toute la sagesse et toute la vérité et toute la sincérité sont-elles strictement comprimées dans ce moment inappréciable de temps, dans lequel nous sautons le pas par-dessus le seuil de l'invisible. Vous écoutez Radio Classique.